Bienvenue dans ce petit cours consacré aux figures de style. Nous allons voir précisément de quoi il s'agit. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais je voulais cette fois parvenir à une définition un peu plus complète et qui s'adresse davantage aux lycéens qu'aux collégiens. Tout d'abord, apprenez que les figures de style, ça ne se trouve pas que dans les livres. On les emploie un peu partout et tout particulièrement dans le langage qu'on utilise quotidiennement. En effet, on dira par exemple d'un prof « Oh, celui-là, c'est une vraie peau de vache ». Et par vache, on entend professeur. On dit encore, pour prendre un autre exemple, se payer la tête de quelqu'un. Et bien évidemment, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'acheter une tête, mais qu'il s'agit de se moquer de quelqu'un. Personne ne prend l'expression au pied de la lettre. Pas plus que quand on dit « tomber des nues ». Cela signifie non pas une chute depuis les nuages, mais l'expression « tomber des nues » signifie être étonné. En fait, il y en a partout, et on peut comprendre pourquoi assez aisément. Par exemple, quand on a inventé de nouvelles choses, il a bien fallu les nommer. Quand on a inventé la feuille de papier, on lui a donné ce nom parce qu'elle faisait penser à la feuille, celle que l'on trouve sur une plante ou un arbre, en raison de sa finesse. Mais on ne se rend même plus compte que c'est une façon de parler, que c'est une image. C'est la même chose, d'ailleurs, avec les ailes de l'avion ou les pieds d'une chaise. C'est ce qu'on appelle une catacrèse. Mais n'allons pas trop vite. Vous l'aurez compris, dans les exemples susmentionnés, les expressions que nous avons utilisées ne doivent pas être comprises au sens propre, mais au sens figuré. Et c'est le cas de nombreuses figures de style. Mais alors, comment expliquer cette figure dans ces vers de Corneille, dans lesquels on remarque la double répétition de « je veux » ou encore de l'adverbe « toujours », ce qu'on appelle, soit dit en passant, une anaphore. Ou encore ce chiasme de Nicolas Boileau, ajouté quelquefois et souvent effacé, dans lequel on remarque les deux impératifs de part et d'autre, ajoutés et effacés, ainsi que les deux adverbes, quelquefois et souvent, qui sont par ailleurs antithétiques. Ou enfin, cette comparaison de Pierre de Ronsard, qui pensait séduire les femmes en leur disant qu'elles deviendront vieilles et moches. Et en effet, comment définir la diversité de toutes ces figures? On dit souvent que la figure de style est un procédé, un moyen mis en œuvre pour produire un effet particulier. Et en effet, quand on dit par exemple « éclater de rire », on sait très bien que c'est une façon de dire les choses qui exprime bien mieux l'hilarité qui s'empare de nous que si on disait « rire beaucoup ». On ne prend donc pas à la lettre cette expression, et c'est tant mieux, parce que si on éclatait ou explosait vraiment de rire, ce serait beaucoup moins drôle, et on serait mort de rire, pour le coup. Mais retenez qu'il s'agit de donner plus de force à l'idée que l'on exprime, et c'est cela, une figure. Pierre Fontanier expliquait que le mot « figure » ne peut s'appliquer à l'origine qu'à l'homme ou aux animaux, à quelque chose considéré physiquement. Or, le discours, qui ne s'adresse qu'à l'intelligence de l'âme, dit-il, n'a pas de figure à proprement parler. Or, j'aime beaucoup cette idée que l'on donne une figure à notre pensée, qu'on la rende ainsi plus concrète, et par là même plus facilement compréhensible, un peu comme ces icônes que de géniaux designers réalisent pour représenter une idée. En fait, figure, en latin figura, vient de fingere et signifie modeler dans l'argile. En somme, la figure consiste à modeler, à façonner notre pensée par le discours. Et le style, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toujours selon Fontanier, c'est l'art de peindre la pensée
par tous les moyens que peut fournir une langue. Le mot style vient du latin stylus, qui signifie d'abord pointe à graver, à écrire. Pensez au mot stylo ou stylet. Et évolue pour signifier aussi manière, et donc style. Pensez à l'expression avoir du style. Bref, il y a toutes sortes de figures de style que l'on peut classer pour y voir plus clair. Il y a par exemple les figures de la ressemblance, les figures de la construction, les figures de répétition, les figures de l'ordre des mots, etc. Dans les figures de la ressemblance, on trouve la métaphore qui est certainement la figure par excellence, celle sur laquelle s'exerce l'ingéniosité littéraire de nos grands écrivains. Pensez que Marcel Proust reprochait à Flaubert de n'avoir pas écrit une seule belle métaphore. Quelle peau de vache ce Proust! Toutefois, la figure de la métaphore a un classement un peu à part. On dit que c'est un trope. Ce mot vient du grec et signifie ce qui tourne, ce qui change de sens, c'est-à-dire aussi bien de direction que de signification. On retrouve ce mot dans un grand nombre de mots français comme le tropique, qui est la ligne parallèle à l'équateur où l'inclinaison du soleil s'inverse au moment du solstice. On retrouve encore ce mot par exemple dans héliotrope, qui est une fleur qui, littéralement, se tourne vers le soleil. En latin, cela donnait le mot tournesol. Or, le trope consiste donc à tourner un mot, à lui faire changer de sens. Un trope, c'est un peu un mot à la place d'un autre. On dit une chose et on en signifie une autre, comme dans ce vers de Victor Hugo, où la faucille désigne la lune et le champ, le ciel. On n'a pas beaucoup de tropes. À strictement parler, il n'y a que la métaphore et la métonymie, avec quelques variantes. Cette figure remplace l'appellation d'une chose par un mot, désignant quelque chose qui lui est propre. Ainsi, quand on dit boire un verre, on boit le contenu et non pas le contenant. Même chose avec le petit chaperon rouge. Oui, c'est une métonymie. Enfin, c'est une petite fille, mais on la désigne par son chaperon. Et quand on dit le petit chaperon rouge, on pense à la petite fille et non à son vêtement. Résumons-nous. Il y a donc les figures de style qui, de manière générale, désignent un ensemble de choses très disparates. Parmi ces figures, nous avons les tropes, que sont la métaphore et la métonymie. Enfin, le reste, ce sont des figures que l'on peut classer en divers types. Ainsi, parmi ces figures, il y a les figures de la répétition. La répétition est une figure qu'on appelle aussi l'épanalepse ou l'épizeux, ça a plusieurs noms. On trouvera aussi l'anaphore, l'épiphore, l'épanorthose ou l'anadiplose. Il y a aussi les figures de l'ordre des mots, parmi lesquelles on va trouver le chiasme, le parallélisme ou encore l'hyperbate. Parmi ces figures, parmi les figures en général, on trouvera les figures de la construction, avec la syndète, la polysyndète, ou même l'énumération, le zeugme. Il y en a encore plein d'autres. Allez, pour terminer sur une note plus légère, je soumets à votre sagacité cette petite blague de rhétorique. Savez-vous quel est le personnage de Molière qui ressemble le plus à une figure de style? C'est Alceste, parce qu'il est misanthrope. Oui, misanthrope. C'est drôle, non? Non? Ça vous fait pas rire? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de prochaines explications pleines d'exemples littéraires et d'emojis.